Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'AES, les forces armées des 3 pays en alerte maximale contre les projets d'agressions extérieures. Lors de son dernier sommet tenu à Abuja, au Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avaient décidé d'accorder, ou bien de prendre acte, ou non plutôt d'accorder justement le retrait des pays de l'AES et aussi d'annoncer une période de rétraction de 6 mois, période au cours de laquelle des discussions peuvent être engagées pour voir sur quoi on pourrait s'entendre éventuellement avec les pays membres de l'AES. La réaction, on n'a pas tardé, les pays membres de l'AES ont réagi à cette décision de la CEDEAO d'accorder une période de rétraction de 6 mois, estimant que cela n'engagerait que la CEDEAO et que ces pays ne sont pas partants pour une telle période, estimant qu'il s'agirait d'une période aussi pour permettre aux impérialistes, à la junte française, si je reprends les termes du communiqué de l'AES, de pouvoir mener d'autres actions d'agression extérieure à travers des pays de la CEDEAO. Par la même occasion, les chefs d'État de l'AES, la conférence des chefs d'État, met en alerte les unités et les forces armées de ces 3 pays pour d'éventuelles agressions extérieures. La tension est-elle encore en train de monter entre la CEDEAO et l'AES? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Louis Kamako. Bon, est-ce que la tension est en train de monter entre l'AES et la CEDEAO? Je dirais non, parce que il y a ces 2 institutions physiquement ou bien militairement déséquilibrées qui sont en face, parce que quand vous voyez aujourd'hui l'AES, je pense que l'AES a le vent en poupe comparativement à ce qui se passe au sein du reste des pays qui composent la CEDEAO aujourd'hui. Je le dis parce que au dernier sommet, vous avez vu que beaucoup n'ont justement pas pris part à ce sommet-là. On attendait justement à ce que des chefs d'État qui ont été mandatés pour prendre langue avec les pays de l'AES pour concernant leur retour à l'institution sous-régionale, on attendait justement leur rapport. Le rapport n'a pas été présenté. Il me semble que ceux qui devaient même présenter ce rapport ont brillé par leur absence, et donc ça veut dire que au sein de l'institution sous-régionale, il y a beaucoup de questions à se poser et que cette institution-là n'est plus au goût du jour comme cela se doit. Donc je pense que l'AES n'a pas normalement à s'inquiéter. Mais ce qu'il dit, en fait, ce que disent ces États-là, je pense que c'est l'attitude en fait d'un homme très avisé, parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez que jusque-là le Niger a toujours sa frontière fermée avec le Bénin et que les dernières accusations du capitaine Ibrahim Traoré concernant le Bénin qui ne sont pas toujours élucidées, je pense que c'est des gens qui ont juste besoin aujourd'hui d'être sur le qui-vive, parce que l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi peut infiltrer à tout moment. Donc je pense que c'est une sortie qui vaut la peine, c'est une sortie qui en vaut la peine, qui non seulement va dissuader en fait ceux qui ont aujourd'hui l'idée justement de continuer par mettre des bâtons dans les roues de ces pays de l'AES, mais également essayer de revigorer et de redynamiser la lutte aujourd'hui, parce que eux aussi ils ont besoin de faire ou bien de rassurer justement leur population. Parce que quand vous voyez ce qui se passe, personne n'est aujourd'hui à l'abri. Donc que ce soit les États du Sahel, bien les États de la CEDEAO, donc il y a une psychose au sein de la population. Et donc les États de l'AES ont justement besoin de faire ce genre de sortie-là, non seulement pour se rassurer, mais aussi rassurer leur population. Voilà. Credo Tété, les forces armées des pays de l'AES sont en état d'alerte. La cause, cette décision de la CEDEAO de valider leur départ, mais aussi de mettre en place une période de rétraction de 6 mois. Ces pays n'en veulent pas. Ils estiment que cela peut servir d'occasion d'agressions extérieures et donc ils mettent en alerte leurs unités. Non, je ne pense pas que les États de l'AES aient pris cette décision avec une légèreté. S'ils sont arrivés à cela, j'imagine que leur niveau de renseignement leur ont donné assez d'éléments d'appréciation. Donc c'est ce qui les a amenés rapidement à prendre cette décision.
vous voyez que, en fait, c'est l'AES qui a entonné le chant avant même le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO en proclamant solennellement leur retrait ou bien leur sortie de cet espace communautaire, mais également avec des facilités pour les citoyens de l'espace CEDEAO en termes de circulation. Donc c'est que ils ont dit, je crois qu'ils ont même mis des bémols, parce qu'ils auraient pu dire nous sortons de la CEDEAO, donc voilà les conditions pour les États membres de la CEDEAO lorsqu'ils veulent faire des commerces ou bien lorsqu'ils veulent circuler, les citoyens veulent circuler dans notre confédération, voilà les conditions à remplir. Mais ils ont été assez larges et je crois qu'ils ont placé, disons, l'humain au centre de leurs actions de développement. Mais on ne peut pas leur jeter de l'opprobre lorsque, après le communiqué, le dernier communiqué de la conférence des chefs de l'État de la CEDEAO, qu'ils aient pris cette posture. Moi, je dis, il n'y a rien sans rien. Peut-être que les services de renseignement extérieurs qui collaborent avec ces États ont remonté des informations qui ont alarmé les pays de l'AES et on dit également prévenir vaut mieux que guérir. Donc ils ne vont pas rester les bras croisés et être surpris. Donc on ne peut pas les accuser. Donc ils ont pris des conditions, ils ont mis des conditions en place, des mesures en place pour éviter justement cette surprise. Maintenant, vous voyez, il y a également, on peut dans une certaine mesure essayer de comprendre l'obstination de la CEDEAO à tendre toujours la main à ces trois pays, parce que ces trois pays représentent un poids en termes même de rentrée des flux, de commerce, en termes même de données de vie financière pour la communauté. Donc pour la CEDEAO, perdre ces trois États que sont le Niger, le Burkina et le Mali, donc c'est un coup assez dur. Mais on ne peut pas également faire ce jugement sévère envers la CEDEAO parce que la CEDEAO doit toujours se comporter comme un père de famille qui est incompris par quelques-uns de ses enfants. Maintenant, est-ce que on va se poser la question, est-ce que à ce niveau, est-ce qu'il faut toujours rêver d'un retour de l'enfant prodige à la maison? Et l'enfant prodige aujourd'hui, c'est l'Alliance des États du Sahel. Ils ont clairement affirmé, donc autant que au niveau de la CEDEAO, qu'ils pensent à un autre degré de réflexion et qu'on puisse également conserver les relations pays CEDEAO avec les États de l'AES. Donc je crois que c'est la meilleure posture qu'il faut envisager aujourd'hui, mais essayer de diaboliser les États du Sahel aujourd'hui parce que ils ont pris des dispositions sécuritaires, ils ont alarmé disons leur structure pour répondre à toute éventualité. Je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Ok, alors c'est dans l'ordre normal qu'on les diabolise ou bien qu'ils prennent les dispositions? Non, justement, j'ai dit qu'ils prennent les dispositions. C'est pas dans l'ordre normal qu'on les diabolise. Mais c'est dans l'ordre normal qu'ils prennent. Ça ne va rien donner, mais c'est dans l'ordre normal qu'au niveau de l'Alliance des États du Sahel, qu'ils prennent leurs dispositions en mettant en état d'alerte leurs armées contre d'éventuelles agressions extérieures. Merci beaucoup à vos credos pour cette précision, elle est très importante. Alors, bon Lolo, que dire de cette réaction? La CEDEAO accorde d'ailleurs le départ de ces trois pays et veut ajouter un délai de rétraction, ce qui n'est pas du goût des pays de l'AES. Ils mettent leurs forces armées en état d'alerte. Vous savez, bon, même quand vous voulez divorcer de votre femme, quand vous allez voir le juge matrimonial, il essaie plusieurs conciliations. Et il peut en essayer autant qu'il estime nécessaire en se disant que ça pourrait aller. Donc la CEDEAO, même si le délai légal est passé, la CEDEAO a ses propres calculs, ses propres intérêts en proposant encore 6 mois. Parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il y a le sort, par exemple, des fonctionnaires maliens, nigériens qui travaillent à la BDC, même à Lomé ici. Est-ce qu'ils vont être limogés, remerciés? Est-ce qu'ils seront gardés? Sous quelles conditions ils seront gardés? Est-ce que, quand les ressortissants des pays de l'AES viendront dans les pays de la CEDEAO, quel sera les régimes juridiques qui leur sera appliqué? Il y a beaucoup de choses à régler et qui, pour le moment, du moins, nous n'avons pas encore ces informations. Nous ne savons pas comment
est-ce qu'ils comptent le régler pour le moment? Maintenant, la CEDEAO, c'est aussi des enjeux géopolitiques. Vous savez, le Togo, dans le classement des pays les plus riches du monde, on est autour de 150, 160, 166. Mais la CEDEAO, c'est la 21e puissance mondiale. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le bloc, on passe en même temps, en termes de pays, 188e pays, à des populations qui vivent dans la 21e puissance mondiale. Et en Afrique, c'est le deuxième pôle d'intégration après les États et après la communauté est-africaine. Donc, perdre ces 3 pays signifie perdre tout ça. Non seulement on n'est plus la 21e puissance mondiale, mais aussi on n'est plus le deuxième pôle d'intégration en Afrique après la communauté des États de l'Afrique et de l'Est, composée du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Rwanda et de ces autres pays-là. Donc la CEDEAO a quand même beaucoup à perdre si l'AES divorçait totalement de cette façon. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi comprendre l'AES, parce qu'il faut voir avec l'épisode du Niger, comment un pays comme le Nigeria s'était levé vent debout, comment le Tinubu avait parlé, comment d'autres présidents africains comme Ouattara aussi étaient entrés dans la danse. C'est des gens, ils ont naturellement peur. Et lorsque la manœuvre de l'adversaire n'est pas parfois comprise, lorsqu'on est dans ce genre d'environnement, il est normal qu'on se rétracte et qu'on alerte les forces militaires en se disant qu'on ne peut jamais être trop prudent. Il vaut mieux être trop prudent que ne pas les tracer et dire après si je savais. Donc dans ce cas, nous comprenons très bien la posture des deux. Les deux, je pense que l'AES, s'ils sont bien coordonnés, ils pourront faire cavalier seul, revenir peut-être dans les décennies à venir. Dans la CEDEAO, l'histoire est faite souvent d'aller de retour comme ça, les alliances se font et se défont, des choses qui sont souvent arrivées, ou ne pas revenir et nous ouvrir la voie de nos développements. Mais pour la CEDEAO, et si le scénario se répète, si 3 autres pays sortaient après encore rejoignaient l'AES, vous voyez, il y a beaucoup de choses à perdre, donc la CEDEAO va vouloir jouer toutes ces cartes jusqu'au bout. Maintenant, à l'AES, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont trop prudents? Peut-être, mais comme l'a dit Credo tout à l'heure, je pense que s'ils sont arrivés à prendre ce genre de mesures, c'est parce que les renseignements extérieurs leur ont donné des alertes. Est-ce que les renseignements ont exagéré? Ça, on ne saurait le dire parce que nous n'avons pas ces informations sur ce plateau. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de rajouter une agression extérieure dans le contexte actuel où la CEDEAO a chargé 2 pays de mener des négociations avec ces pays de l'AES, et aussi on sent que la CEDEAO, comme l'a dit Sanson, ne veut pas réellement perdre ces pays. Est-ce qu'il y a des raisons d'imaginer qu'il y ait des agressions extérieures qui passent par la CEDEAO? Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'agression extérieure, mais que des États de la CEDEAO soient complices. Est-ce que on peut quand même craindre cela? Oui, je crois qu'il y a des raisons. Parce que d'abord, on est dans un contexte où il y a une insécurité grandissante. Et donc, vous allez juste constater qu'il y a ce qu'on appelle la circulation, la prolifération des armes légères de petit calibre. Et ça, c'est ce qui se passe souvent en temps de crise. Et je pense que c'est commun, en fait, à tous les pays, en fait, de la sous-région actuellement. Et donc, quand il y a circulation, de ces armes-là, ajouté aussi au fait que les États du Sahel ne sont pas en bon terme avec les pays frontaliers. Vous avez suivi tout au début de cette affaire-là le dossier des 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako. Vous avez également les dernières démêlées que le général Tiani a eu avec le président béninois Patrice Talon. Vous avez également l'engagement farouche entre-temps du président ivoirien même, qui était même friand à vouloir soutenir la CEDEAO militairement ou bien logistiquement pour aller justement restaurer le président Bazoum. Vous avez l'engagement du président béninois qui était aussi prêt justement à soutenir la CEDEAO. Vous avez vous avez vu distiller sur les réseaux sociaux un plan d'intervention militaire au Niger. Vous avez les dernières sorties en fait du président burkinabé Ibé, qui a accusé le président Patrice Talon de vouloir abriter une base militaire française à Cotonou pour déstabiliser son pays. Autant de faits aujourd'hui qui nous font croire, ou bien qui, à mon avis, me font dire que justement il y a péril en lendemain. Et donc cette sortie, elle n'est pas anodine. Vous m'excusez, cette sortie, elle n'est pas anodine. Elle est à prendre au sérieux. Les uns les autres ont dit que si les 3 pays sont arrivés à faire cette sortie-là, c'est juste parce que leur service de renseignement est justement en alerte.
Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO peut-être s'obstine aujourd'hui à vouloir voir encore ces pays-là dans ses rangs. Parce que le discours que tient le reste des États qui sont membres de la CEDEAO, même aujourd'hui, est incohérent. Quand vous attendez un ministre des Affaires étrangères du Bénin qui est allé dire au Mali que ce soit qu'un pays ou 2 pays ou 3 pays, en fait, sortent de la CEDEAO, ce n'est pas un problème. C'est de leur droit, que c'est de la souveraineté qu'il est question, et que ça n'empêche pas, en fait, le Bénin de continuer toujours pas collaborer, bien de travailler avec ces pays-là. Ça veut dire que les pays de l'AES n'ont pas besoin aujourd'hui forcément de revenir à la CEDEAO pour pouvoir entretenir de très bonnes relations avec les États du Justement, parlant de cette très bonne relation, on a l'impression que les choses commencent par s'améliorer entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO qui n'avaient pas bien apprécié ces coups d'État. Est-ce que justement dans ce contexte, on peut imaginer encore des affaires d'agression extérieure? C'était ça ma préoccupation. Oui, on peut. Non, ça dit que l'ennemi, quand il veut t'abattre, en fait, il use de tous les moyens. Peut-être aujourd'hui, je ne le dis pas, peut-être aujourd'hui, ceux qui tiennent ce discours pacifique aujourd'hui, ceux qui tiennent ce discours-là pour justement, dans lequel ils aseptisent les propos, c'est juste pour peut-être pour tromper la vigilance des uns des autres. Et pour justement leur faire du mal. Et donc, c'est pour ça que leur analecte maximale va justement être prise au sérieux. C'est pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être peut-être plus proches d'eux pour pouvoir connaître leurs points faibles et leurs points faibles et leurs points forts pour justement les attaquer. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qui se passe, les gens sont obligés, ils sont obligés, ou bien les États de la CEDEAO savent qu'ils sont obligés aujourd'hui de collaborer avec les États de l'AES, parce que ces 3 pays ont suffisamment prouvé à l'institution sous-régionale que ce chemin-là, ils ne l'ont pas pris pour revenir en arrière. C'est un chemin de non-retour pour eux. Et ils sont, et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. Et ils ont déjà prouvé que pour eux, la souveraineté et l'intégrité territoriale compte énormément pour eux, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas justement venir cracher sur ce qu'ils ont déjà fait. Donc, je pense qu'il revient aujourd'hui, parce que je veux peut-être chuter là. Aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui qui est avec la CEDEAO et qui est avec l'AES. On a l'impression qu'il y a des chefs de l'État qui, parfois, qui se disent en fait être membres de la CEDEAO, mais qui sont beaucoup plus proches des États de l'AES. Et tous ces faits-là fragilisent aujourd'hui la CEDEAO et qui renforce plutôt les États de l'AES dans leur position de retrait. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Cri de Tété, si nous reprenons en compte le contexte dans lequel toutes ces choses interviennent, avec une CEDEAO qui apparemment a du mal à laisser partir ces pays et qui aussi se met dans une posture de quelqu'un qui est beaucoup plus conciliant et qui ne veut pas froisser les autres, est-ce que vous imaginez cette CEDEAO servir de base arrière pour une déstabilisation de ces pays de l'AES? Est-ce que la décision de mettre en état d'alerte ces forces armées, elle est vraiment justifiée selon vous, dans le contexte actuel? Non, je crois qu'au début des différends entre la CEDEAO et ces États de l'Alliance du Sahel, c'est que la CEDEAO avait adopté une posture qui laissait croire que la CEDEAO était un faire-valoir pour d'autres puissances qui se cacheraient, qui en voudraient à ces militaires qui ont pris la tête de leur pays. Donc la CEDEAO a mal joué, disons, les premières minutes du match. Parce que je crois que c'est Samson qui évoquait, ou bien Louis qui évoquait le comportement de l'actuel président du Nigeria, qui est également le président en exercice de la conférence des chefs d'État. Vous avez vu cette déclaration tonitruante ajoutée à celle, disons, je ne parlerai pas d'immature, mais des propos assez discourtois, va-t-en-guerre du président ivoirien, jusqu'à animer un point de presse pour dire il met à disposition
disposition, c'est que ces militaires sont déjà prêts. Est-ce que tout ça là, c'est pas déjà passé? Non, c'est déjà passé, mais nous sommes en train de faire des analyses. Et lorsque on est dans une situation, dans une analyse situationnelle, donc il faut qu'on revisite tout ce qui s'est passé. Et également les propos du président béninois en ces moments, tout cela a tellement braqué ces États. Donc aujourd'hui, si on leur pose d'autres alternatives comme quoi ça peut aller, donc ils sont en droit d'être méfiants vis-à-vis de la CEDEAO, parce que la CEDEAO a manœuvré comme si nous on était des marionnettes, mais ceux qui vous en voulaient ou bien ceux qui veulent vous anéantir, ce sont nos bailleurs en griffe, nos bailleurs de fonds sur d'autres chantiers. Donc c'est ce qui a fait que les autorités de l'AES avaient une attitude de quelqu'un qui est braqué, donc qui n'est plus réceptif. Maintenant, ils ont pris, disons, leur liberté jusqu'à un niveau où, aujourd'hui, il serait un peu compliqué aux États de l'AES de ravaler leur salive. Et vous aurez remarqué, et je crois que c'est Louis qui en faisait l'allusion, la CEDEAO avait mandaté 2 chefs d'État de son espace, le président sénégalais et le président togolais. Les 2 étaient annoncés à ce sommet. C'est à la dernière minute que les 2 n'étaient pas là. Est-ce que c'est parce que, je me pose la question, est-ce que c'est parce que leur mission n'avait pas prospéré, ou bien est-ce qu'ils n'avaient pas encore entamé leur mission, bien ils n'ont pas encore fini leur mission pour savoir quel compte rendu aller faire à leur, disons, à leurs collègues de la CEDEAO, ou bien l'autre question aussi qu'on pourra se poser, la présence de ces 2 chefs d'État en personne au dernier sommet de la CEDEAO ne donnerait pas un autre crédit à cette CEDEAO pour essayer en griffe de foutre le bordel. Est-ce que l'absence même de ces chefs d'État ne participe pas à un calme au niveau de notre espace CEDEAO, si nous considérons également les États du Sahel? Donc il y a autant de questionnements qu'il faut se poser. Mais vous savez, lorsque vous êtes un chef de famille et vous pensez que c'est les vociférations qui vont amener votre enfant à s'assagir à un certain moment, si l'enfant aussi développe des attitudes et il voit que en fait le papa ne fait que vociférer pour rien, il n'a pas assez de marge de manœuvre, l'enfant va se rebeller, va se cambrer, et l'enfant ne serait plus tellement réceptif que l'enfant va vouloir, disons, une certaine autonomie immédiate. Et je crois que c'est la posture aujourd'hui des États de l'AES. Et rapidement, lorsque j'évoquais dans mon premier développement, est-ce que ces États du Sahel n'avaient pas eu des retours en termes de renseignements extérieurs? Ça, il ne faut pas minimiser cela. Et si ces États-là ont eu, disons, une certaine dose d'audace, ils ont pris des postures qui ont affaibli la commission de la CEDEAO, ou bien la CEDEAO à un certain moment, c'est parce que ces États comptaient également sur d'autres puissances étrangères qui leur avaient offert, disons, toute leur assistance, et militaire et en termes de renseignement. Et c'est cela même qui aurait affaibli la CEDEAO, ou bien les puissances étrangères qui s'étaient cachées derrière la CEDEAO pour en découdre avec ces États de l'AES. Alors, Samson, est-ce qu'il y a des raisons vraiment de se mettre en état d'alerte quand on voit, du moins dans l'apparence, des pays de la CEDEAO qui semblent mener des positions de conciliation maintenant avec les pays de l'AES? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter vraiment au point de se mettre en état d'alerte? Pour répondre à cette question, je vais retourner un peu dans l'histoire. Vous savez, le capitaine Marion Ngouabi du Congo était un fervent marxiste. Il avait coupé les relations avec les États-Unis, il avait coupé les relations avec la France. Quelque temps avant sa mort, il a été reçu par Mobutu, qui lui a fait croire au cours d'un entretien que c'était maintenant bon, tout était calme, qui c'était le même peuple séparé par un fleuve, donc il n'avait plus de raison de se faire du souci. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais ce monsieur, qui était un enseignant aussi de mathématiques, aussi des bonnes mémoires à l'université de Brazzaville, a été fusillé. Des gens ont été jugés après, fusillés à leur tour, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Mais une chose est sûre, le Congo est retourné dans le giron français et dans le giron impérialiste. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc, le fait qu'il y ait une accalmie actuellement, comme l'a dit Louis tout à l'heure, le fait qu'il y ait des gens qui adoptent maintenant un discours plus apaisant,
conciliant ne veut pas dire qu'ils ont renoncé à leurs ambitions. La CEDEAO, au jour d'aujourd'hui, est toujours financée par l'Union européenne et les États-Unis. Et il y a un dicton qui dit, quand vous mettez la main dans la poche de quelqu'un, vous allez là où il va. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps que nous ne parviendrons pas à assurer nos parts de cotisation, je parle de tous les pays, du Togo, du Bénin, du Ghana, de tous les pays, et qu'on se ferait financer par ces organisations-là, ils vont nous dicter leur agenda. Et l'agenda de l'Occident a toujours été assez perfide, assez sournois et assez mesquin. On ne peut jamais savoir à quoi on peut s'attendre avec ce qu'on appelle en guillemets ces langues fourchues. Donc si c'est actuellement en état d'alerte maximale, je pense qu'ils ont les raisons de l'être. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que même la géographie nous unit. Même si demain, politiquement, idéologiquement, on décide d'avoir un clivage, les pays ne vont pas se transposer sur notre planète ou sur notre continent. Ils continueront pas à partager leurs frontières avec le Burkina, avec le Togo, avec le Bénin, avec la Côte d'Ivoire, avec des pays en guillemets qui jouissent hostiles. Et il faudrait maintenant, ils ne peuvent pas vivre aussi en état d'alerte maximale tout le temps. Parce que s'ils commettent cette erreur-là, tout leur effort, leur économique risque d'aller vers là, ils auront un bilan social mitigé et l'Occident va trouver facilement des traites à l'intérieur, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs, pour les chasser. Donc, même s'ils vont dans cette logique, va en guerre sur la longue durée, ils seront perdants. Donc il faudrait vraiment qu'on puisse réfléchir ensemble, que ces États puissent réfléchir ensemble à comment trouver une façon de vivre ensemble, parce que de toute façon la géographie nous a déjà unis, on n'a pas le choix. Pour que les années à venir soient des années de prospérité pour nos populations qui, eux, vont continuer par se déplacer d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre. Merci beaucoup. Non, je voudrais, si tu le permets, dire seulement que, en fait, l'attitude des États du Sahel aujourd'hui, on peut comprendre cela. Ils sont en train de conjuguer vigilance et prudence parce qu'ils n'ont plus confiance en la CEDEAO, ils n'ont plus confiance à ceux qui devaient jouer à la médiation. Donc c'est la conjugaison de la vigilance et de la prudence qui fait que ces États ont pris leur responsabilité d'alerter leurs armées au vu ou bien au regard des informations qu'ils auraient eues en termes de renseignements extérieurs. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.